Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les chefs d'entreprise et investisseurs, welcome to Mauritania. On a l'occasion aujourd'hui de partager avec les plus hautes autorités mauritaniennes un plan ambitieux de développement de la Mauritanie et bien sûr un programme où tous les investisseurs sont invités à contribuer au plan de développement de la Mauritanie. Donc c'est l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui. Depuis l'accession au pouvoir de son Excellence, Monsieur le Président de la République, beaucoup de choses ont été faites en Mauritanie. Un plan de développement ambitieux dont le soubassement était d'abord la stratégie de croissance accélérée, la SCAP, suivi d'un plan d'investissement prioritaire et bien sûr, dans le cadre du contexte particulier, un programme des opérations d'urgence qui a été également lancé par le chef de l'État pour développer à la fois les secteurs productifs, mais également pour permettre une croissance inclusive et mettre la Mauritanie dans la rampe des pays émergents. Ça a été accompagné d'un certain nombre d'éléments structurants, notamment, vous allez le voir, la création de l'Agence de promotion des investissements de Mauritanie, mais également le développement d'un cadre spécifique sur les partenariats publics-privés. On a la chance aujourd'hui d'avoir dans la salle de nombreux investisseurs, je vois des entreprises de différents pays, des investisseurs de plusieurs pays africains, mais aussi des pays occidentaux. Et donc c'est l'occasion de partager ce moment ensemble et on a l'honneur d'avoir son Excellence, Monsieur le Président de la République, que je vous demande d'applaudir et qui va, à travers son allocution, ouvrir la séance. Je pense qu'il y a une vidéo juste avant. C'est après, ok. Donc, Monsieur le Président de la République. Si vous pouvez vous lever au moment où le Président de la République. Merci, c'est bon, prenez place. C'est bon. Bonjour mesdames et messieurs. Je voudrais d'abord commencer par remercier la République sœur de la Côte d'Ivoire et Africa CEO Forum pour l'opportunité aujourd'hui offerte à mon pays d'échanger directement avec un si grand nombre d'investisseurs de qualité intéressés par le développement de l'Afrique. Cette rencontre constitue pour mon pays une heureuse occasion pour faire connaître ces opportunités d'investissement et de nouer le contact avec ceux et celles d'entre vous qui voudraient bien l'accompagner dans ses efforts de construction d'une économie forte, diversifiée, durable et inclusive. La Mauritanie se présente à vous comme elle est, un pays de paix, de stabilité, de sécurité, d'opportunités économiques et d'ambitions de développement résolument soutenues. Un pays où le débat démocratique est riche, où les libertés sont respectées et où les personnes, les biens et les idées circulent librement. Avec un code d'investissement attractif, des orientations stratégiques axées sur le développement du secteur privé et le partenariat public-privé, la Mauritanie offre d'énormes opportunités d'investissement, aidées en cela, entre autres, par sa façade maritime de plus de 700 km, avec une zone économique exclusive de 234 000 km² et un potentiel halieutique riche de plus de 600 espèces répertoriées et un potentiel de capture permissible évalué à environ 1,7 million de tonnes par an. Son cheptel de plus de 20 millions de têtes de bétail, son potentiel agricole évalué à 500 000 hectares, dont 135 000 hectares irrigués, ses réserves extractibles à fort potentiel d'exploitation, mines, pétrole, gaz, etc.
les politiques et les réformes que nous avons engagées depuis quelques années n'ont cessé, au fil des ans, de renforcer la confiance des investisseurs et d'éveiller leur intérêt aux potentialités du pays. Le capital humain étant un important pilier de notre stratégie de développement national, nous consacrons à la santé et à l'éducation une attention particulière et des moyens de plus en plus importants. La manière dont nous avons géré la pandémie de la COVID-19 fut saluée par plusieurs institutions internationales et tout en protégeant les citoyens, contribué à une très nette amélioration de notre système de santé publique. Et nos efforts pour élever sans cesse le niveau de cette amélioration se poursuivent sans relâche. En matière d'éducation, une réforme profonde et consensuelle du système éducatif est actuellement en cours de finalisation. En outre, nous avons, ces 3 dernières années, fourni d'importants efforts en vue de maîtriser notre dette publique. Nous sommes confiants que nos partenaires financiers, à leur prochaine évaluation de la soutenabilité de la dette mauritanienne, vont conclure qu'elle dégage un risque modéré, ce qui ouvrira la voie à une stabilité fiscale encore plus durable et à une marge de manœuvre plus large pour l'investissement public. Nous disposons d'une monnaie au cours stabilisé, adossée à des réserves d'échange d'un bon niveau. Certes, partout dans le monde, l'inflation augmente fortement et nous gérons ces effets en Mauritanie par un ensemble de mesures visant à protéger le pouvoir d'achat des plus démunis, tout en respectant les exigences d'une politique budgétaire responsable. Nous attendons, en partenariat avec nos frères sénégalais, avec British Petroleum et avec Cosmos, la production du gaz dans le courant de l'année prochaine. Cela sera, aux côtés de la production du minerai de fer par l'Asnim et de l'or par Kinross, un autre important jalon dans la construction de l'économie nationale et une raison supplémentaire de croire en une stabilité fiscale à long terme en Mauritanie. Dans le même ordre d'idées, il me plaît de souligner le potentiel de mon pays en matière d'énergie renouvelable et d'hydrogène vert qui suscite actuellement un fort engagement. Les premiers engagements ont été pris en vue d'investissements de niveau jamais connus par le passé dans notre pays. Cette voie ouvrira une nouvelle ère pour la Mauritanie. Nous nous y préparons et vous invitons à explorer les opportunités d'investissement qu'elle offre. Les réformes conduites récemment pour faciliter l'investissement privé, pour encourager les partenariats publics-privés, particulièrement dans les domaines d'infrastructure et pour améliorer le climat des affaires, devraient accélérer le flux des investissements chez nous et plus seulement dans le domaine des industries extractives. Des secteurs comme les infrastructures, l'agriculture, la pêche et les nouvelles technologies constituent pour les investisseurs de toute nationalité de nouveaux horizons d'investissement très promoteurs. Dans quelques instants, vous seront présentés des projets d'investissement sélectionnés et préparés sur la base de l'intérêt qu'ils pourraient susciter auprès d'un partenaire comme le vôtre. Je suis confiant qu'ils retiendront l'attention de plusieurs d'entre vous et vous assure que le gouvernement et l'administration vous accompagneront dans leur réalisation. Mais au-delà de cette présentation, vous êtes tous invités à visiter notre pays et à découvrir encore bien d'autres opportunités d'investissement sûres et rentables. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président de la République. Cette invitation est très claire pour tous les investisseurs. Et bien sûr, comme vous le voyez sous vos applaudissements, il y a énormément d'opportunités en Mauritanie. Le pays est en mouvement. Il y a tout un cadre qui a été mis en place pour accompagner les investisseurs. Et il n'y a pas plus meilleure invitation que celle du chef de l'État et donc du président de la République. Et comme l'a annoncé son Excellence, Monsieur le chef de l'État, on va vous présenter un certain nombre de projets. Mais juste avant,
une petite vidéo institutionnelle pour montrer la Mauritanie en marche. Technique, si vous pouvez envoyer la vidéo. Au carrefour d'un marché de 300 millions de personnes, avec sa position géographique privilégiée, la Mauritanie a un accès direct à l'Europe, à la région MENA et à l'Afrique subsaharienne. L'Agence de promotion des investissements en Mauritanie, l'entité gouvernementale en charge des investissements nationaux et étrangers, est le guichet unique pour les investissements dans le pays. L'APIM est le guichet unique pour les investisseurs. De l'enregistrement de l'entreprise, qui prend 1 à 2 jours, à l'accomplissement de toutes les formalités administratives, l'investisseur est pris en charge de A à Z en un seul endroit. La Mauritanie est ouverte aux investissements directs étrangers, notamment dans les secteurs des mines, des hydrocarbures, de l'agriculture et de la pêche. Le gouvernement encourage également de nouveaux investissements dans les secteurs productifs, agribusiness et élevage. La Mauritanie a facilité la création d'entreprises en supprimant le capital minimum requis. Il n'y a aucune restriction pour une entité étrangère à opérer. Le Code des investissements offre de grandes incitations fiscales. Le guichet unique s'occupe du dépôt des dossiers en vue de l'obtention des autorisations, des procédures administratives, de la création d'entreprises et de la délivrance des permis de travail pour la main-d'œuvre étrangère. Avec ses perspectives positives, sa nouvelle vision et un certain nombre de réformes en cours pour améliorer le climat des affaires, la Mauritanie envoie un message. Nous sommes ouverts aux affaires. Mauritanie, nouvel horizon d'investissement. Bravo. Et pour présenter encore plus en détail ce qu'on vient de vous montrer en vidéo, je vais demander à Madame la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements de Mauritanie, Madame Aïssata Lam, de venir sur scène et nous faire la présentation. Madame Lam, the floor is yours. Bonjour tout le monde, salam alaikum, bienvenue. Je tiens tout d'abord à remercier Son Excellence le Président de la République de nous faire l'honneur d'être aujourd'hui parmi nous à cette session Invest in Mauritanie. Nous remercions également Son Excellence le ministre Khan Ousmane, ministre des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs pour sa présence. Également, merci à vous tous d'être là aujourd'hui, c'est un réel honneur. Donc, je vais faire une brève présentation justement de l'environnement des affaires et du cadre institutionnel justement actuellement disponible en Mauritanie. Et par la suite, mes collègues de la direction des PPP et de la Mauritanie des produits d'élevage vont rentrer plus en détail dans les projets un peu plus concrets. OK. Donc, la Mauritanie en bref. Donc, on vous a présenté un petit peu en vidéo pour vous donner aussi envie de venir visiter le pays. La Mauritanie, donc, qui est ce grand pays d'1,030 000 km², donc au carrefour de l'Europe, de la région MENA, de l'Afrique subsaharienne, qui a un nombre de perspectives justement à vous. Je ne vais pas me déplacer, à vous proposer. Le président l'a rappelé tout à l'heure, une côte très poissonneuse longue de 750 km avec des infrastructures nécessaires justement pour développer les activités. On a 10 aéroports, 2 internationaux et 2 nationaux. La Mauritanie Airlines, qui est la compagnie nationale qui dessert actuellement 14 pays qui est en cours de développement. Nous avons un pays également qui est très riche en termes de culture, avec des villes classées aujourd'hui au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a ce festival qu'on appelle Villes Anciennes, Festival du patrimoine, qui justement célèbre cet héritage chaque année. Donc Walata, Wadan, Tichit et Chingiti, que nous invitons tous à visiter. Nous avons également un fort potentiel justement minier avec un train minéral qui exploite justement les zones nord, donc notamment Nouadhibou et Zouarate, avec un fort potentiel de iron ore qui est exporté notamment en Europe. L'écosystème de l'investissement, donc comme je vous le disais, il y a une dynamique actuelle qui est en cours, qui est impulsée par le président de la République,
Notamment, un Conseil supérieur de l'investissement a été mis en place sous sa présidence, qui donne vraiment l'opportunité aux investisseurs étrangers et nationaux de donner leurs mots justement avec des feedbacks constructifs pour nous aider à améliorer le climat des affaires. Et ça montre vraiment l'engagement du pays dans ce sens, parce que le président de la République s'y engage personnellement. Donc ça a été mis en place, qui va être opérationnel sous peu. Nous avons un comité interministériel qui supervise justement les réformes au niveau du climat des affaires, qui est présidé par le Premier ministre. Et on a une feuille de route pour pouvoir justement mettre en place des réformes qui pourront améliorer ce climat des affaires à plusieurs niveaux. En ce moment, les secteurs prioritaires qu'on essaie vraiment de mettre en place, le président de la République l'a rappelé, la Mauritanie est connue pour son secteur des industries extractives qui est historiquement le secteur qui constituait la part majoritaire du produit intérieur brut et plus de 75% des exportations. Mais aujourd'hui, le maître mot, c'est vraiment la diversification économique. On met l'accent sur les secteurs productifs, l'agriculture, l'élevage et la pêche. En ce moment, on a une réforme au niveau agricole et aussi foncier avec un projet PPP phare que ma collègue Tama vous présentera tantôt. Nous avons également un pipeline d'opportunités d'investissement dans plusieurs secteurs prioritaires pour nous, en mode PPP, mais également privé. Donc, je laisserai mes collègues en détail les présenter tout à l'heure. Au niveau du cadre institutionnel, il y a également l'agence qui existe depuis peu, l'année dernière. Donc, à l'instar des autres pays de la sous-région, la Mauritanie s'est dotée d'une agence de promotion. Et l'idée, c'est vraiment de faciliter à l'investisseur tous les process de création d'entreprise, délivrance de certificats d'investissement, mais aussi l'application du code pour pouvoir bénéficier des avantages, des réductions fiscales notamment. Également dans le secteur des mines et hydrocarbures, nous avons deux codes, le code minier et le code des hydrocarbures, qui justement régulent ces deux secteurs. Alors, investir en Mauritanie, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Donc, on a un pays qui est ouvert aux affaires. Comme on l'a dit, aucune loi qui limite les investissements directs étrangers. On est à un carrefour d'un marché de plus de 300 millions de personnes. On a tendance à penser que la Mauritanie, c'est un grand pays peu peuplé, donc on le voit comme un petit marché. Mais il faut surtout le voir comme un pays qui est au carrefour donc de ces continents. Donc un accès aujourd'hui à un grand marché, la porte d'entrée de l'Europe, du Sahel, de l'Afrique subsaharienne. Le guichet unique, donc l'agence que je dirige aujourd'hui constitue ce guichet unique. L'investisseur est vraiment pris en charge du début à la fin et pendant tout le processus d'investissement. Les incitations fiscales que je mentionnais dans le Code des investissements, qui est d'ailleurs en cours d'amélioration pour pouvoir justement offrir plus de régimes. Aujourd'hui, on en a 3, mais l'idée, c'est vraiment de mettre l'emphase aussi sur les secteurs prioritaires pour pouvoir accorder plus d'accompagnement et d'avantages à ce niveau. Nous avons une zone franche, donc au niveau de Nouadhibou, qui est la région nord, la zone nord du pays, et 4 ports maritimes, 2 aéroports internationaux, comme je mentionnais, la compagnie aérienne et des vols charter Paris-Atar pour justement, les touristes sont très friands de cette zone du pays, et donc on a une connexion directe, ce qui encourage vraiment le tourisme dans cette zone-là. Et finalement, intracontinental, évidemment, donc on a des routes vers le Maroc, le Sénégal, le Mali et l'Algérie, et un projet de voie ferrée Nouakchott-N'Djamena. Également le pont vers le Sénégal, l'excellence, le président de la République le mentionnait, la première pierre a été posée il y a quelques mois, et on aura un pont, donc, ce qui va faciliter l'accès aux personnes et aux biens. Donc, finalement, avant de passer la parole à mes collègues pour rentrer plus en détail dans les projets, ce que vous devez retenir, pourquoi investir en Mauritanie? La Mauritanie donc, est favorable aux affaires, donc, grâce à une agence qui est dédiée pour vous, pour les investisseurs, où vous êtes pris en charge de A à Z, la création d'entreprises pour 1 à 2 jours. Et le personnel de l'agence est vraiment là pour donner un aftercare et un suivi rapproché à toutes les étapes du processus d'investissement. La Mauritanie est ouverte, donc comme elle a mentionné, pas de barrières à l'entrée pour les investisseurs étrangers. La Mauritanie est une fenêtre sur l'Afrique et l'Europe, donc un carrefour d'un marché qui est très grand, une position géographique qui est privilégiée et un accès direct justement aux pays voisins et au continent européen et à l'Afrique subsaharienne. Et finalement, la Mauritanie est en pente ascendante.
vraiment, c'est la dynamique actuelle en cours qui est impulsée par le président de la République, que je tiens à saluer, qui nous permet vraiment d'aller dans ce sens pour pouvoir mettre en place des réformes qui sont très progressistes et qui permettent d'ouvrir encore plus la Mauritanie aux investissements directs étrangers. Donc aujourd'hui, tout ce qu'on peut vous dire, c'est Marhaba bik, Bismillah mon, bienvenue en Mauritanie, nous vous attendons. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Lam. Donc, comme vous voyez, la Mauritanie est en mouvement, beaucoup de choses réalisées et aussi une agence de promotion des investissements très dynamique, même si elle n'est que de création récente. On le verra autour des discussions, plus de 40 projets d'investissement déjà agréés et tout un travail de fond qui est en cours pour justement mettre en œuvre ce cadre d'investissement. Donc pour la suite, avec votre permission, Monsieur le Président de la République, je vous demanderai de rejoindre le devant de la scène. Pardon? Non, le protocole me dit. Ok, comme vous voulez. Bon, c'est les instructions du protocole. Ok. Donc on maintient le devant de la scène. Donc je vais demander pour la suite à Madame, et pour montrer concrètement ces projets dans le cadre des partenariats publics-privés. Donc, comme l'a dit, il y a un cadre réglementaire opérationnel qui est mis en place et surtout qui favorise les partenariats publics-privés. Et bien sûr, pour présenter cela, je vais demander à Madame Tama Mouloud, qui est directrice générale des partenariats publics-privés, de présenter les projets stratégiques ainsi que le cadre des partenariats publics-privés en Mauritanie. Madame Tama, à vous. Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le Ministre, honorable invité, tout d'abord, permettez-moi de corriger Monsieur le modérateur. Je ne suis pas la directrice générale des PPP, pas encore en tout cas. Je suis la directrice des partenariats publics-privés. Notre directeur général est ici présent, Monsieur Ahmed Oussel Kbaya. Alors, j'ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui le cadre PPP en Mauritanie. Ma présentation sera axée sur 2 points essentiels. Un rapide rappel sur le cadre réglementaire PPP mauritanien et une présentation des projets PPP prioritaires. Il ne s'agit pas de vous présenter l'ensemble des projets PPP du portefeuille, mais seulement les projets prioritaires dont l'appel d'offres a été déjà lancé pour certains et pour les autres, l'appel d'offres sera lancé en fin d'année ou au plus tard le premier trimestre de l'année 2023, Inch'Allah. Alors, les PPP en Mauritanie, ça a commencé en 2017 avec la mise en place d'une loi en 2017 et de ses textes d'application. Cette loi a été modifiée en 2021 afin justement de la rendre plus opérationnelle, mais aussi afin d'intégrer l'autorité de la zone franche dans son champ d'application. Aujourd'hui, on parle donc de loi 2017 modifiée, suivi d'un décret d'application et d'un certain nombre d'arrêtés qui mettent en place les structures PPP. En Mauritanie, nous avons 3 structures PPP. Un comité interministériel présidé par le Premier ministre qui autorise ou non le lancement de l'appel d'offres des projets structurants, suivi d'un comité technique d'appui présidé par le DGPPP qui comprend plusieurs DG au sein justement de ce comité-là et qui valide ou non 2 rapports exigés par la loi PPP qui sont le rapport d'évaluation préalable et de soutenabilité budgétaire et je vais expliquer par la suite de quoi il s'agit. Enfin, une structure PPP qui n'est rien d'autre que la direction des PPP que je représente aujourd'hui. Les projets sont pilotés par des autorités contractantes, des ministères, des sociétés publiques et notre rôle en tant que structure d'appui est de les appuyer obligatoirement, ce n'est pas facultatif, de les appuyer dans tout le cycle de préparation du projet PPP. Alors, rapidement, le cycle de vie d'un projet PPP dans la réglementation mauritanienne commence par la phase d'identification. J'aimerais souligner, Excellence Monsieur le Président de la République, que PPP pour nous au niveau du ministère des Affaires économiques ne signifie pas partenariat public-privé, elle signifie préparation, préparation, préparation. Car aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir qu'un projet PPP mal préparé est voué certainement et inévitablement à l'échec. Donc, suite à la phase d'identification, une phase de préparation qui est exigée par la loi PPP consiste en la préparation de 2 études. Comme je l'avais souligné, l'étude d'évaluation préalable qui justifie le recours au PPP par rapport à la maîtrise d'ouvrage public, parce que oui, je le répète souvent, les PPP ne sont pas la règle, mais bien l'exception. Un rapport de soutenabilité budgétaire aussi sera préparé par la suite qui va mesurer l'ensemble des engagements financiers qu'aura l'État à supporter par rapport au contrat PPP. Il peut être sous forme de subventions que l'État va verser à l'opérateur privé ou au contraire des redevances qu'il aura à percevoir du projet.
Donc, rapidement, la phase de passation, c'est les passations classiques, c'est des appels d'offres en une ou en deux étapes. La particularité des PPP, c'est qu'on a une procédure de dialogue compétitif qui n'est pas présente dans la procédure de maîtrise d'ouvrage public. Et finalement, on finit par la phase d'attribution et de mise au point du contrat. Alors, rapidement, je fais aussi un point rapide sur la procédure des offres spontanées, car justement, il y a une confusion qu'on a remarquée, c'est que les gens ont tendance à penser qu'une offre spontanée est un gré à gré. Eh bien non, en tout cas dans la réglementation mauritanienne, l'offre spontanée n'est pas éligible à tous les projets. Un projet qui n'a jamais fait l'objet d'une étude par une autorité publique et pour lequel aucune procédure de mise en concurrence a été réalisée justement pour la réalisation de l'étude est éligible à une offre spontanée. Un opérateur privé va identifier un projet, va venir le présenter aux autorités publiques. Si on se met d'accord, on signe un protocole d'accord qui dit que l'opérateur va financer, exécuter les études, présenter une offre technique et financière. Par la suite, la loi nous dit, soit on lance un appel d'offres auquel il va participer, s'il n'est pas retenu, il va percevoir une indemnisation financière par rapport aux études qu'il avait financées. Sinon, on peut aussi faire une procédure négociée ou un gré à gré si son offre est jugée techniquement innovante et économiquement avantageuse. Donc rapidement, on va aller donc sur les projets PP prioritaires. Le premier projet, c'est le projet d'autoroute à péage reliant les villes de Nouakchott et de Bouti-Limite. Donc, en Mauritanie, nous avons une route qu'on appelle la route de l'espoir, ou la nationale numéro 3, qui relie la ville de Nouakchott à la ville de Néma et qui va bien au-delà de Néma jusqu'aux frontières maliennes. Le premier tronçon de cette autoroute que vous voyez ici en vert est le tronçon Nouakchott-Bouti-Limite, qui aujourd'hui, malheureusement, est l'un des tronçons les plus dangereux du pays de par le nombre d'accidents enregistrés. L'autorité publique, ou le gouvernement mauritanien, a donc décidé de lancer un projet d'autoroute qui va relier les villes de Nouakchott et de Bouti-Limite sur un axe de 136 km. C'est bien sûr dans une optique justement de voir cette autoroute s'étendre jusqu'à arriver aux frontières maliennes, Inch'Allah. Donc, le périmètre global du projet sera la construction d'une autoroute, la mise en place de plusieurs stations de pesage sur l'ensemble des points d'entrée de l'autoroute, des stations qui seront d'une capacité d'à peu près 20 tonnes à l'essieu et d'une longueur plateau de 20 mètres minimum. De plus, des bretelles d'accès seront également construites dans le cadre de ce projet par l'opérateur privé. Elles seront 5 au total, dont 3 seront situées à l'intérieur de la ville de Nouakchott et je vous explique par la suite pourquoi. Donc, un petit zoom sur les bretelles d'accès qui seront à Nouakchott. Alors, ces bretelles ont pour objectif justement de permettre aux futurs usagers d'éviter le centre-ville et de ne pas justement passer par l'embouteillage qui est présent. La plus importante sera une bretelle qui va relier, comme vous voyez en vert, le port de l'Amitié, le port autonome de Nouakchott, à l'autoroute, afin que les camions, notamment ceux qui vont vers le Mali, vont pouvoir regagner l'autoroute sans traverser le centre-ville que vous voyez. Ces bretelles d'accès seront également à péage et présenteront les mêmes caractéristiques techniques que l'autoroute. Donc là, vous avez le nombre de kilométrage. La section de l'autoroute sera de 136 km, les bretelles seront de 45 km. Le coût d'investissement global du projet est estimé à 379 millions de dollars. On envisage de faire un PPP concessif où l'opérateur sera chargé de la conception, du financement, de la construction, de l'exploitation technique et commerciale, mais aussi de l'entretien et de la maintenance sur une durée de 30 ans. L'État n'exclut pas la nécessité peut-être ou non de verser une contribution financière sous forme de subvention d'investissement au projet. Nous avons ici l'institution Africa 50 qui a manifesté son intérêt par rapport à ce projet-là et qui a décidé de le financer à hauteur de 100 millions de dollars sous forme de prise de participation dans la société de projet, SPV, qui sera titulaire du contrat PPP. Donc des études bien sûr ont été réalisées qui avaient déterminé un trafic en 2014 et qui a été actualisé en 2021. Des tarifs de base ont été également déterminés. On avait réalisé même un benchmark avec nos frères sénégalais qui montre que les tarifs de base sont pratiquement similaires. L'appel d'offres a été lancé le 9 juin. Vous avez une durée de 45 jours afin de pouvoir participer à cet appel d'offres. Donc là, je passe rapidement au projet de la zone franche. Le premier est le projet de traitement des eaux usées du secteur de la pêche.
la ville économique du pays, Nouadhibou, comprend une zone industrielle qui comprend, elle, plusieurs sociétés de poissons congelés et de farine de poisson. Ces sociétés, aujourd'hui, se trouvent malheureusement obligées de transporter leurs eaux usées via des citernes et de les rejeter parfois directement dans le milieu naturel ou de les transporter vers le CET de Nouadhibou. C'est un projet qui a un impact environnemental très important parce que, comme l'avait dit ma collègue tout à l'heure, Nouadhibou représente quand même le point principal de la ressource halieutique. Donc je vous laisse imaginer l'impact environnementale et même santé publique que pourra avoir ces eaux usées rejetées directement en milieu naturel, car elles contiennent des produits chimiques très très néfastes pour la nature. Donc il s'agit rapidement de recruter un opérateur privé qui va financer et construire une station d'épuration de ces eaux usées dans la zone concernée par le projet, qui est donc les deux quartiers de Charka et de Bountia que vous voyez en violet et en jaune. Ce que vous voyez en vert est la zone du port artisanal de Nouadhibou qui n'est pas concernée par le projet car elle a déjà sa STEP et son réseau d'assainissement financé par la banque allemande KfW. Excusez-moi, je vais trop rapidement parce que je suis très limitée par le temps qui m'a été donné. Donc l'État a décidé également de financer le réseau d'assainissement afin justement de rendre le projet plus bancable. Donc l'opérateur privé ne sera chargé que du financement de la STEP en elle-même. Donc bien sûr, il est évident qu'on envisage également un PPP concessif pour ce projet-là. Le deuxième projet de la zone franche est l'un des projets les plus importants et les plus stratégiques pour le pays également. C'est le projet de port en eau profonde. Alors, ce port aura justement pour objectif d'accompagner la croissance des imports-exports du pays, mais aussi d'accompagner la Société nationale minière, d'industrie minière, la SNIM, dans ses activités, qui aujourd'hui opère son propre quai minéralier, mais malheureusement se trouve justement bloqué par la capacité technique de ce port. D'ailleurs, certains équipements sont directement déchargés sur barge. Donc, on envisage de construire un port qui va comprendre 2 terminaux, un terminal à conteneurs dont le tirant d'eau sera dans les environs de 15,5 mètres. Madame un terminal... Moloud, oui. Si vous pouvez juste aller sur les projets sans rentrer dans les détails techniques, parce qu'on a une contrainte de temps. De toute façon, le stand de la PIM est là. Je pense que vous pourrez recevoir les gens pour avoir plus de détails sur les différents projets. D'accord. Alors, donc, je disais, le terminal polyvalent sera donc d'une capacité d'un tirant d'eau qui va aller de 12 à 13,5 mètres. Donc, le trafic, bien évidemment, a été déterminé. Les études exigées par la loi ont été réalisées et sont en cours de validation par les structures PPP. Le coût d'investissement de ce projet-là est estimé à 323 millions de dollars. Et bien évidemment, on envisage également un PPP concessif. Le projet de stockage des hydrocarbures, là aussi, il s'agit d'un projet très stratégique pour le pays. Aujourd'hui, en Mauritanie, nous avons 2 parcs de stockage, un à Nouadhibou et l'autre à Nouakchott. La capacité du parc de Nouadhibou est de 260, la capacité nominale est de 260 mètres carrés, celle de Nouakchott est de 60 000 mètres cubes, pardon, pas mètres carrés. Donc, comme vous le voyez, il y a un énorme écart entre les 2 capacités de stockage. Il a alors été décidé de recruter un opérateur privé qui va donc financer la réhabilitation de ces 2 parcs, parce que malheureusement, les cuves sont dans un état pas forcément correct, si je peux me permettre, et qui va donc aussi augmenter la capacité de stockage, notamment à Nouakchott. C'est un projet estimé à 160 millions de dollars et on envisage aussi un PPP concessif. L'appel d'offres sera lancé d'ici la fin de l'année, Inch'Allah, ou au plus tard au premier trimestre 2023. Alors là, il s'agit d'un projet notamment très important qui suscite vraiment l'intérêt des opérateurs privés. Il s'agit de mettre en place un complexe intégré de production de sucre à Foumgleita. Alors, il s'agit d'un périmètre de 8000 hectares irrigué à partir du barrage le plus important du pays, le barrage de Foumgleita. Il s'agit de mettre en place un complexe complet qui va produire du sucre et dérivés tels que l'éthanol, la mélasse et les aliments de bétail et même de l'énergie. Donc c'est un projet en cours d'étude. Je vous demande de prendre les chiffres donnés avec précaution car ils sont en cours d'actualisation, notamment par le bureau BRLI. On espère aussi lancer l'appel d'offres d'ici la fin de l'année. Malheureusement, je ne peux pas tout présenter parce qu'on n'a pas de temps.
Alors, le projet d'alimentation en eau potable de la zone nord, c'est aussi un projet très très important pour le pays. Il s'agit de la zone nord qui regorge de ressources minières pour le pays et qui n'arrive pas à se développer comme il faut par cette problématique de manque d'eau. Des études ont été réalisées en 2014 et qui avaient démontré que les eaux souterraines de la zone justement ne permettraient pas de l'alimenter sur le long terme. Il fallait donc identifier une solution supplémentaire. 2 solutions techniques ont été identifiées, une alimentation à partir du fleuve Sénégal ou l'installation d'une usine de dessalement à Nouakchott. Ce projet nous suscite l'intérêt de la SFI de la Banque mondiale et on est en train de voir avec eux la possibilité de le réaliser en phasage et bien évidemment réaliser par la suite les études de faisabilité en PPP qui n'ont pas encore été réalisées. Vous avez ici un coût d'investissement estimatif de 3 milliards d'euros. Les blocs agricoles, le potentiel agricole du pays a été évoqué par ma collègue tout à l'heure. 30 secondes. OK. Alors, merci pour le stress. Donc, le potentiel agricole a été donc évoqué par ma collègue. Le projet vient s'inscrire dans un cadre plus global. Une quinzaine de blocs a été identifiée. L'idée, c'est de réaliser donc ces projets en PPP, mais dans un cadre de partenariat tripartite, où l'État sera présent, l'opérateur privé, mais surtout la population locale qui a un droit de propriété traditionnel de ces terrains-là. Un premier bloc que je présente ici, qui est le plus petit en termes de taille, mais qui est un bloc prêt à être lancé. Il s'agit de 1500 hectares dans la zone de Trarze, qui ne nécessite pas d'investissement public de la part de l'État, car on a, ce que vous voyez en bleu, c'est le canal d'Aftout à 8 mètres à peu près de la zone. Et nous avons aussi la ligne rouge, qui est une ligne électrique de 30 kV. Le coût d'investissement demandé à l'opérateur privé sera de 7 millions de dollars. L'idée, j'avais oublié de vous dire, qui est un point qui est très important, l'État envisage également pour les autres blocs, justement de faire les investissements nécessaires en termes d'eau ou d'électricité afin de rendre ces projets bancables. Donc il s'agit de l'aménagement, de l'agriculture, etc., etc. Voilà. Dernière slide, nous avons une liste de projets éligibles à une offre spontanée car ils n'ont pas fait l'objet d'études. De toute façon, on est ici au stand de la PIM, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Je pense qu'en fin de compte, c'est vous qui m'avez stressé, c'est pas moi qui vous ai stressé. Merci beaucoup, Madame Tama Mouloud, pour ces projets. Comme vous voyez, des projets extrêmement intéressants, présentés avec beaucoup d'énergie. Donc, bien sûr, Madame Mouloud est à votre disposition. Des projets vous seront distribués, mais elle pourra aussi vous recevoir après cette séance pour discuter plus en profondeur sur ces projets. Mais ce qui est important, c'est que le cadre est structuré. Les projets, comme vous voyez, ont été clairement étudiés. Donc, il y a de quoi avancer rapidement sur le travail. On a parlé des partenariats publics-privés, on a parlé aussi des secteurs prioritaires. Et parmi les secteurs prioritaires, on a parlé du secteur de l'élevage, qui est un secteur aussi qui est extrêmement prioritaire. Donc je vais demander à Madame Fatma Val Souena de venir présenter les projets élevage qui sont actuellement ouverts à l'investissement en Mauritanie. Madame Souena. Bonjour tout le monde. Vous pouvez monter sur scène. Excellence, Monsieur le Président de la République, Excellence, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs, Salam alaikum wa rahmatullah. Le secteur rural est l'un des leviers fondamentaux de l'économie mauritanienne. Et en particulier, le secteur de l'élevage, c'est un secteur productif à potentiel stratégique pour la Mauritanie et a une forte valeur ajoutée pour les opérateurs économiques. Je me présente d'abord, je suis Fatma Val Souena et je suis la directrice générale de la Mauritanienne des produits d'élevage. L'objet de mon intervention est de vous faire une brève présentation dans 10 slides, pas plus de 5 minutes, sur des données économiques, the company profile de la MPE, et ses objectifs stratégiques et le projet prioritaire. En termes de données économiques, la Mauritanie regorge de ressources animales. Nous avons une population qui assure une autosuffisance alimentaire en termes de viande rouge. Nous avons une population animale qui dépasse à l'environ de 30 millions de têtes de bétail, dont 25 millions de bétail de petits ruminants, 2 millions de camélins et 3 millions de bovins. Dans le cadre des engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République,
Mohamed Ould Cheikh Al-Qazouani, envie de valoriser et de promouvoir le secteur productif, l'AMPE a été créée à cet effet. Autre, l'augmentation, l'amélioration et la modernisation des filières animales de nos autres objectifs stratégiques vise la valorisation l'augmentation de la production, la maîtrise de la chaîne de valeur et bien sûr la valorisation de tous ces produits, ceci de la filière animale comme la viande rouge, le lait, peau et cuir, aliments de bétail et volailles. En termes des avantages de partenariat, la MPE détenue à 100% par l'État mauritanien, ayant l'accès au financement du Fonds national de promotion de l'élevage, forte de sa convention avec le ministère de l'élevage pour la mise en œuvre de quelques projets structurants du secteur et ayant un statut lui permettant toute forme de partenariat public-privé, national et étranger, et bien sûr avec des autres spontanés. Aujourd'hui, je sollicite votre intérêt pour les 4 projets ci-après. Un projet d'un complexe d'abattage moderne, un projet d'une usine d'étalage moderne, produits finis et semi-finis, et un projet d'une culture fourragère hydroponique, et un projet d'un élevage de parentaux. Le complexe d'abattage. Ce projet permettra, entre autres, de satisfaire le besoin local croissant en matière de viande rouge en qualité et en quantité. Et bien sûr, il souffrira vers le marché international, c'est-à-dire l'exportation. Et bien sûr, le slide vous présente un aperçu du projet, son cadre logique, ses justifications, ses composantes, coûts et le résultat attendu. Le deuxième projet, c'est le projet de l'usine d'étalage moderne produits finis. Le projet valorisera à peu près 2 millions d'unités de peau brute. Et ces chiffres représentent à peu près 40% de notre potentiel permissible en peau brute. Et bien sûr, les peaux vont être générées par les opérations d'abattage après. Et le slide vous présente en détail le projet. Troisième projet, c'est la culture fourragère hydroponique. La demande d'un aliment fourrageux de bétail dans notre zone sahélienne justifie la réalisation d'un projet de culture fourragère hydroponique qui nécessite ni sol, ni quantité énorme d'eau. Le dernier projet, c'est l'élevage de parentaux, bien sûr. Pour la maîtrise de la chaîne de production d'une filière avicole nécessite ou justifie la création d'un projet dans l'élevage de parentaux, comme c'est le premier moyen d'une chaîne industrielle avicole. En conclusion, beaucoup des indicateurs de performance et les analyses financières primitives démontrent que ces projets sont très rentables sur le plan financier. Ils ont une valeur ajoutée nette. Ils vont contribuer dans le PIB national et évidemment, ils vont participer dans la protection de l'environnement. Pour d'autres questions, j'invite tous les opérateurs envie de partager avec la MPE, de nous contacter dans le stand de la PIM pour savoir comment on peut faire des partenariats win-win. Shukran jazila. Thank you very much. Merci beaucoup, Madame Kane. Merci beaucoup aussi d'avoir respecté le temps. Comme vous voyez, le pays est en mouvement. Toutes les présentations qui vous ont été faites seront disponibles au sein du stand de la PIM. Et aussi, remarquez que les présentations ont été faites par des femmes. C'est aussi quelque chose à saluer. Bravo à la Mauritanie pour cela. Avant de passer au panel, avec votre permission, si vous pouvez vous lever pour qu'on permette à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de se retirer compte tenu de tous ses engagements. Et merci de nous avoir fait l'honneur, Monsieur le chef de l'État. Merci beaucoup. Bravo pour tout ce que vous faites. Merci.
Bien sûr, vous avez vu ces présentations. Ces présentations démontrent tout le dynamisme qui est en œuvre, tous les projets qui sont en œuvre. Mais pour le rendre plus concret, c'est important de voir des acteurs qui ont déjà investi dans le pays venir partager leur expérience. Donc je vais demander à Madame Lambo, qui accompagne le chef de l'État, je vais demander aux différents panélistes, Madame Alice Oussenaz, vice-présidente et responsable des relations pays à Africa Finance Corporation. Welcome Alice. Installe-toi au milieu. Mr. Gagan Gupta, President of Arise. Welcome. Monsieur Juan Carlos Garcia, Managing Director, Maxam Terra Solutions. Welcome wherever you want. Et vont nous rejoindre Monsieur Ousmane Mamadou Khan, ministre des Affaires économiques, et Madame Aïssata Lam, directrice générale de la PIM. Donc, Aïssata, welcome. Non, ça va. Ok. Non. Ok. So to begin this panel, I'll start with you, Alice. So you are representing a huge fund, Africa Finance. Mutual financial institution. Rich financial institution, a huge financial institution, who is investing a lot across the continent, and you have decided to invest in Mauritania. That's very important. And you have did your due diligence in the country, so you know what's going on. So what can you say about your investment in Mauritania and the opportunities and the business climate in the country? Thank you, Abdul. It's very interesting that actually I happen to be sitting to our partner in the same investment in Mauritania, which is Gagan, the CEO of Arise IPP. So maybe because he is also the main sponsor in terms of the actual details of the project, I'll let him speak to it. From an AFC perspective, what we have enjoyed in the country is the leadership, the keen leadership, and I think it was actually quite demonstrated during the presentation that was done both by the Investment Promotion Agency, but also the different PPP project that has been reflected earlier today. So in terms of the business environment, it's quite cohesive and also inclusive to actually attract AFC. Mauritania is a member of AFC, and they actually decided to become a member of the AFC so we can actually be involved in the port expansion project in the country. I think one of the experiences we have had, and as many investors have known, is there's always an issue of payment from the government. As far as we have experienced on the continent, typically the government are the less defaulting partners, but you tend to experience delays in payment, and especially through public assets like the port. And we were happy, and my partner here, Gagan, can speak to more, that we haven't actually experienced such delays, because typically that's the risk that investors are looking, and the country has managed well so far. Okay, thank you. To complete what you are saying, it's the occasion. Gagan is just next to you. So Gagan, sure. What you can complete in that. I think I'd like to inform that we created the first PPP in Mauritania. That was for the port. We invested about 350 million euros in partnership between Africa Finance Corporation, Arise, and Meridiam. I think it's the most modern port in the region. 570 meters of quay, about 560 people work in the port. It is capable of handling 2 ships at a point in time. It is equipped with 4 cranes, which are RTGs, and 2 mobile harbor cranes.
So I think really it's a modern infrastructure. What surprised us positively was the support of the government, support of Minister of Economy, support of PANA, outstanding support we got. And when we look forward to doing more in the country, so it was built in record time of 2 years, because normally you see ports in Africa take between 5 to 7 years to get built. So getting built a port in 2 years in Mauritania was outstanding journey, and thanks to the partnership with the government. And I also like to thank the Directors General of the PPP. I insist Directors General, I hope she'll become Director General soon. The way you can tell it now because the Director General is not here. So I didn't see he's very it. much there. No, he will then go further up. But he's the sponsor. He will go further up. That's what, he'll go further up. So I think I was very impressed by the detailed presentation and the specifics of the projects that you presented, because a lot of countries present that they want to do things, but I think the detail that you presented, from an investor perspective, that really shows the due diligence and the priority that you accord to the project. So we're very happy with that. I'm sure we'll come to your stand first to see what we can do, because we do a lot of industrial zones, we do agriculture, so we'll be the first ones to come to your stand at what we can do next. Thank you. That's great. You know, when you have a financial institution which is all over the continent, and a big international group which is investing and dealing with many countries, and testimonying like this, it's really something good for Mauritania, I think. Mr. Garcia, you are in Mauritania since 2013, I think, investing and continuing and projecting to invest again. What are the key factors and why are you there? Good morning, Mauritanian delegation, distinguished peers in the panel, guests. It's a pleasure to be here, just to allow us to share our experience and our projects with you. We arrived to Mauritania in 2013. We have been there for 9 years. What we have found in Mauritania is extremely positive. We are present in more than 40 countries in the world, 16 countries in Africa, and what we have found in Mauritania is basically transparency, certainty, rule of law, and security. And that, in our environment, is extremely critical. In the same time, we are a company that is blasting service supplier for the mining, construction, and quarry sector. It is extremely important to being able to develop a solid supply chain, to find skilled people over there, and to be sure that you can be running your business year after year. We have been working these 9 years with Tasiast in Kinross. Today, we have over there more than 90% of local people, and we want to keep on growing in the next coming years. So all of you are projecting to invest more and more. So what kind of recommendation, because when you talk, everything is great. Is there some recommendation where perhaps you can see areas of improvement? Actually, it's very funny that Mauritania is almost not known as an investment destination. And especially because in today's world in Africa, where the few countries, the usual one, the Kenya, Ethiopia, Cote d'Ivoire, Senegal, there's too much consolidation that's happening. There's going to force the investors to look at a new market. And I think Mauritania is very well situated. So if I was going to do any recommendation, it's already what the promotion agency, the PPP agency is doing. They did a fantastic job this morning. And as Gagan mentioned, really, it's good to be able to work with a country that knows what they want. So it's demand-driven, it's not supply-driven. And so more promotion, more being out there, because one of the things that, particularly for Mauritania, in the current context of geopolitical situation with the Russia-Ukraine crisis, is the gas opportunities. They have high reserves and tapped opportunities in the gas, and their geographical location between Europe and the rest of the continent makes it a unique partner to serve the Sub-Saharan Africa,
particularly West Africa, and also European economies as well. So I think for us, if it's something we're probably looking at is that particular sector, and see how we can support, for example, the national refineries, because we also don't want the resources to be exported without value addition. Great. I think you talked about promotion, and I know that since a few months, nearly Madame Lam don't have any day of rest. I think the new agency is here for that, and I think things are moving, and they are doing their roadshow. And you're right. In general, it's not a country you put in the top list of the destination as an investor. But now I think with all this presentation and what's going on, things are moving, and you are the one who are the first movers, and I think that will bring others around you. Mr. Garcia. No, I think that answering to your previous question, it has to be with how do you focus your business. If you think in long-term relations, in added value to your customers, to the society, and get value for your company, then if you want to go through that path, I think that as a European company, a global European company, Mauritania is a really good country to be there, you know. There are state-of-the-art regulations, rigid regulations, but at the same time, you can have clear administrative processes to follow. And it's a country that is booming, you know. There are the mining business, the fishing business, hydrocarbon business. Then to us, at least in our company, Mauritania is a clear target within Africa. And Africa is our core business. You know. Great. And Mr. Gupta, I wanted to complete this roundtable. We are talking about a lot about the Africa Continental Free Trade, regional integration. How today, in your perspective, Mauritania can be a hub country for these different regions, specifically Mauritania being between North and Sub-Saharan Africa? Sure, I think I'll just add on one thing. I think one thing more Mauritania can do to attract investors, I mean, they're doing a great job, but also I think creating some form of a fund or something that invests alongside the companies. So because that gives companies assurance that the government is with them. Because otherwise you have, in practically, a lot of people wanting to partner, but you're not sure which partner to partner. But if you have a government entity which is there, says that this is the entity you can partner, that makes it simple for investors to come. So I think that's one thing. I think in terms of position of Mauritania, definitively it can be a good gateway for products out of Mali. It can be a good gateway of products, you know, I mean, look at fish. I mean, entire West Coast imports fish. So if Mauritania just focuses on transforming fish and, you know, feeding West Coast of Africa, that is a big business waiting for Mauritania. So I think Mauritania can pick up one or two specific products that can transform and look at, you know, really ensuring that they feed into entire Africa. I think that can be a big opportunity. Excellent. So you have noted the point, I think, Mrs. Lam. Unfortunately, we are running out of time. So perhaps if there is one or two questions, otherwise I will give Madame Lam the closing words. Seems that no questions, it's clear. But at least they are all here around, so you can continue the discussion around the breaks and also at the stand of APIM. And I will give Madame Lam the last word to close this session. Thank you very much, Abdou. Thank you very much for accepting our invitation. Thank you for attending the session today, and thank you to my colleagues for their brilliant presentations. I'm really proud, as you emphasized, women of Mauritania are leading the way. President is also the one pushing for it, and we are very proud of it. And thank you very much. Mauritania is open, the agency, the Ministry of Economy. We're really here to support this great dynamics that is going on, and we all invite you to join us. We have a stand over there, APIM, we'll be ready to answer all your questions. Thank you very much again. Thank you, guys. Thank you so much, and see you soon all in Mauritania.